Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Grand Popcast, le podcast de legrandpop.fr qui vous parle de la pop culture d'hier et d'aujourd'hui. Pour cet épisode numéro 2, on va rester dans l'actu puisqu'après Rings of Power, puisqu'après House of the Dragon, on va vous parler de Andor, la série Disney+, autre événement de la rentrée qui s'est achevé le 23 novembre dernier. Et pour discuter de cela tous ensemble pendant environ 1 heure, on va essayer de ne pas être trop long. J'ai bien sûr mon équipe de rébellion de choc, à commencer par notre Luthen Raël à nous, notre leader charismatique, capable des plus belles envolées lyriques. Menro, comment ça va ? Alors, en fait, la rébellion, c'est toute ma vie. Non, ça va très bien. Je suis très content de parler enfin de Star Wars dans ce podcast qui a été trop longtemps sur l'Heroic Fantasy. 2 tomes, 2 numéros. Donc là, voilà, on change un petit peu d'atmosphère, donc ça va très bien, mon cher Phlegmatique. On a fini le premier cycle et maintenant on va on va s'attaquer à la science-fiction. Et pour en parler, j'ai le subtil alliage entre la tendresse d'un bi et la rigueur d'une Deirdre Otaksu. Comment vas-tu ? Alors me parle pas d'alliage, hein. C'était dans Rings of Power, ça c'est bon. Hein. C'est une ref. Évidemment, premier épisode du podcast, mais ça va très bien, notamment je pense que vous l'aurez entendu si vous écoutez depuis le début, mais a priori la qualité audio sur cet épisode, aux petits oignons, je suis pressé de l'écouter juste pour ça en fait, sur la technique, tu vois. J'ai l'impression d'avoir réglé des problèmes, donc je suis plutôt content. Parfait, bien vous nous donnerez vos retours évidemment par commentaire via tous les canaux de votre choix. Je veux entendre les mots un rond, un saut, un son rond et chaud. Merci beaucoup. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour rendre un homme heureux. Et notre invité sur cet épisode numéro 2, avant que tu te présentes toi-même, je tiens à dire que tu as déjà fait un petit bout de chemin avec nous. Numéro 3, l'épisode. Oui, c'est le 3e épisode, mais le numéro 2, parce qu'on a fait un épisode pilote, numéro 0, bref. Ne nous perdons pas dans ces considérations de chiffres. Et tu as fait un petit bout de chemin avec nous sur le Grand Pop, sur le site et sur le bien nommé Petit Popcast qui a précédé ce podcast pendant une 20aine de numéros. Tu es notre caution capillaire du soir, à mi-chemin entre Val, Mon Motma et Gauthier. Comment vas-tu ? I'm back. Non, je suis très content d'être là et en même temps j'ai un peu d'appréhension parce que la dernière fois que j'ai fait un truc comme ça, on a fini très sous. Ouais, quand même. Ouais. Allez regarder. Si vous n'en avez qu'un à regarder, allez regarder l'épisode 20 sur YouTube. Voilà. On s'était fait un petit défi qui ne peut se faire que sur Twitch, j'ai envie de dire, à base de shot de vodka. Voilà, pour tout vous dire. C'était pour Noël d'ailleurs. Non, c'était juste par. C'était juste comme ça. Voilà. Simplement pour prouver que vous n'êtes que de la chair à Banta. C'était pour fêter la dernière en toute. Et je suis hyper content de repartager un plateau avec Menro. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois qu'on a partagé un plateau ensemble ? Ça doit être un récap ciné. Non, c'est la musique. C'est la musique. On a gagné la musique en finale de la saison. Oui, et c'était en. Non, parce que je suis revenu après. La dernière fois, c'était en mars 2020. Alors non les gars, juste avant la dernière fois c'était en 2022, c'était des sushis à répu. Ah, c'est vrai. Mais donc voilà, mars 2020, puis ensuite on nous a tout fermé, et puis voilà. Donc on peut refaire ça, c'est bien. Et c'est parfait pour parler de Star Wars, un sujet que vous connaissez un petit peu, je crois. Hein, et en l'occurrence, on le dit, on va parler d'Andor, donc qui s'est terminé il y a 2 semaines à peu près au moment où on enregistre. Et vous connaissez l'histoire sur ce podcast. Si on a attendu la fin, c'est pas pour rien. On va spoiler. Donc vous êtes prévenus. Si vous n'avez pas encore tout vu et que vous ne voulez pas vous gâcher la surprise, eh bien allez-y. Et puis revenez quand vous aurez terminé, tout simplement. Et on va commencer par ce qui est devenu un petit peu une petite tradition. Quelles étaient vos attentes sur Andor avant d'attaquer la série ? Et on va commencer par toi, Gauthier. Alors moi, ça tombe bien parce que il y a un article que je vous ai fait sur le Grand Pop qui doit absolument résumer toutes mes attentes maintenant sur les projets à venir. C'est-à-dire que je n'ai plus d'attentes, moi, depuis que Disney a racheté le truc. Je comprends bien que Disney, son projet, c'est de traire Star Wars comme une vache à lait. Et bon, bah voilà, c'est ce que Disney fait, et il le fait parfois avec talent. Donc, j'ai pas d'attente particulière. Disney nous propose des trucs, j'y vais, et puis je me fais une opinion une fois que c'est terminé, quoi. Otax ? Un sacré roller coaster quand même, le Star Wars de Disney, quoi. Donc pareil sur le Grand Pop, on en a parlé plus d'une fois. Moi j'avais signé pour le coup la critique de la saison 1 de The Mandalorian, où honnêtement je bavais devant mon écran, j'étais vraiment à fond.
Et puis après, il y a eu la saison 2, qui était sympathique, mais pas non plus en hauteur. Il y a eu Book of Boba Fett. Voilà. Dont il existe une critique aussi sur le site. Dont il existe. Bah, de toute façon, dès que c'est Star Wars, clairement, il y a toujours quelqu'un de motivé pour critiquer sur le site, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ça a tellement été un roller coaster qu'arrivé à Andorre, j'étais. Non, c'est bon. Moi, ça va, j'ai compris. Je me suis fait brûler. Je vais rejoindre Gauthier, en fait, finalement. On va rester dans notre coin, tranquillement, on va boire des coups, puis on va pleurer sur ce qu'était notre adolescence et notre enfance. Mais bonne surprise, finalement. Menro, donne-nous un peu d'espoir. Alors oui, de l'espoir, il y en a chez moi, il y a toujours un nouvel espoir. Pourquoi ? Parce que je me souviens quand tous les projets ont été annoncés, notamment des séries télé sur Disney+, je me souviens vraiment avoir dit, bon, Obi-Wan, avec des personnages aussi charismatiques et absolus, ils peuvent pas se rater. S'ils se ratent, plus jamais aucun spectateur ne donnera son crédit à Disney ou à LucasArts pour faire une série télé. Finalement, moi, cet Andor, depuis les premiers trailers, je trouve qu'il y a quelque chose. Je fais partie de ceux qui aiment beaucoup Rogue One. Et vraiment, j'avais beaucoup d'espoir dès les premières images, dès les premières annonces, que cette série nous amènerait quelque part. Et Flake, pour le coup ? Bah moi c'est un peu à mi-chemin quoi, c'est-à-dire que quand on nous présente exactement comme Marvel le faisait avant, les logos de 25 trucs qui vont sortir pendant les 12 prochaines années, j'ai un peu du mal à avoir des attentes ou à être hypé par le moindre de ces projets-là, dans le sens où bah, je vois juste encore une fois des séries, des films, des projets qui sont là pour remplir des cases sur un calendrier quoi. Donc pour moi c'était un de plus. De base, j'avoue, quand on me disait qu'on allait parler d'un des personnages secondaires de Rogue One, même si, comme toi, Menro, j'ai beaucoup aimé Rogue One, c'est pas le souci. Mais voilà, le sentiment de tirer sur la corde, il était là, puissance 1000, quoi. C'est un spin-off ? Oui, quelque part. c'est ça, on va dériver une série sur un personnage qui est à peine le personnage principal d'un spin-off, aussi bon soit-il, quoi. C'est un spin-off de. Là, on est sur un spin-off de spin-off, hein, quand même. C'est peut-être inédit, d'ailleurs, hein, on s'est pas trop posé la question, mais bon, en tout cas... Voilà, c'est pour dire que j'avais pas spécialement d'attente démesurée là-dessus, et les dernières séries en date, Boba Fett, Obi-Wan, m'avaient conforté dans ce que je pensais. Donc non, pas plus chaud que ça, et on va y revenir aussi, mais en plus j'ai eu du mal à rentrer dedans, quoi. Donc bon, on va s'attaquer maintenant au pitch de base qui va être très vite fait, parce qu'on l'a dit déjà, c'est tiré, ça tient son nom de Cassian Andor, qui est un des personnages de Rogue One, donc spoiler de Rogue One. Voilà, et donc de base on sait plus ou moins son destin, mais ça fait partie de ceux qui ont contribué à fonder la rébellion qui amènera à ce qu'on connaît dans la première trilogie. Et finalement il n'y a pas grand chose de plus à en dire, si ce n'est quand même au niveau de la prod que c'est créé, écrit et coproduit par Tony Gilroy, qui est déjà un scénariste et réalisateur américain, sans aller jusqu'à dire qu'il est connu, qui a déjà une bonne petite carrière derrière lui, hein. Il a écrit quand même Armageddon, excellent film, allez le voir, Michael Bay, tout ça, les explosions, Bruce Willis qui meurt, on aime. I don't want to miss a thing. Ouais, voilà, oui, Aerosmith, les petits crackers sur le ventre de Liv Tyler, tout ça on connaît par cœur. Il a écrit aussi la trilogie Jason Bourne et notamment Rogue One, ce qui fait qu'il est un peu attaché au projet aussi. On sait qu'en plus Rogue One ça a été un tournage compliqué, il y a eu des reshoots à faire après le passage de Gareth Edwards, parce que le studio n'était pas forcément très content, on va pas faire l'histoire de Rogue One, mais pour vous resituer un petit peu. Et il a contribué aussi à ces reshoots et à cette écriture-là. Donc, il se retrouve lui-même propulsé là-dessus. Et on va les suivre pendant 12 épisodes. Je l'ai dit, ça s'est terminé le 23 novembre. Et voilà, au final, ça prend justement la droite lignée, on peut le dire déjà en termes de ton, de l'esprit. C'est dans la lignée de Rogue One, de ce qu'on a eu avant finalement. Et 12 épisodes, c'est une première sur les séries Disney+, estampillées Star Wars Live. On est plus habitué à du 6, 10, 8, des trucs comme ça. Là, on est sur une série de 12 épisodes qui font tous au moins 3/4 d'heure, 1 heure. Donc, on a pris le temps de raconter quelque chose et on va voir que ça nous a plus ou moins conquis à différents moments et pour des raisons. Par contre, je pense qu'on se retrouve tous sur les moments de brillance. Bah ça, on verra au fur et à mesure de ce podcast, mais donc sur le fait que ça prend justement, comme on est sur quelqu'un qui a déjà touché à l'univers Star Wars et qui a écrit ces personnages-là, il les connaît déjà plus ou moins, en tout cas une partie. Ça prend dans la droite lignée de Rogue One en termes de ton et en termes de personnages d'univers finalement qu'on nous présente.
Tout ce qui a été créé pour l'espèce de pré-trilogie qui était Rogue One, parce que c'est vraiment le film juste avant Un Nouvel Espoir, quoi, vous le savez pour la fin. Là on y revient directement, et c'est peut-être là où justement j'avais le plus d'espoir, parce que pour moi, Rogue One est peut-être le seul projet de Disney indiscutable dans l'univers de Star Wars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, honnêtement, il est dans mon top 5 des films Star Wars préférés, quoi. Donc, tu vois ça, tu te dis, une série là-dedans, avec les mêmes gars derrière, il y avait quand même énormément de potentiel. Et de revoir de voir qu'ils ont respecté ce qu'ils avaient déjà créé sur Rogue One et qu'ils ont réussi à le transformer en une série cohérente, c'est déjà quelque chose de soulignable, quoi. Sur le pitch, je peux dire quelque chose parce que tu as très Mais bien sûr, vraiment va. Très, très bien pitché ça. Je me disais en le voyant, vraiment quelle joie qu'il y ait un épisode de Star Wars qui parle d'un pilote sur une planète avec du sable qui se sent un peu seul, qui vit avec un parent adoptif et un robot, et qui au détour d'un truc se fait traquer par l'Empire et rejoint la rébellion. Vraiment, c'est... Comment y ont-ils pensé, quoi? Ouais, mais quand Où tu vont-ils résumes les chercher choses tout comme ça, ça aussi, bon... C'est pas Han Solo en attendant, tu vois. Parce que la plupart du temps, les gens se sont dit, ouais, ça va être un semi-Han Solo, ce pauvre Diego Luna, on va le mettre dans une position difficile. Ça n'est pas le cas. Ce n'est pas un Luke non plus. Finalement, Ah bon tu vois, non, Tant mieux, tant mieux. bon monsieur. Non, au bout du bout, on a quand même un personnage qui est, j'allais dire original, mais non. Il mais est tellement original qu'il a le nom de la planète du numéro 6, quoi. Ah mais Andor. Attention, attention. à ce moment-là, t'accuses l'acteur parce qu'il a le nom il a le nom d'un astre céleste aussi. Ouais, fait pas chier, ouais, tu vois. En fait, il y a quand même quelque chose. C'est la promesse pour moi, elle est ailleurs. Elle est de raconter les rouages d'organisations qui ont des buts différents, mais peut-être des méthodologies discutables de chaque côté. Donc de mettre un petit peu de gris au milieu du blanc et noir un peu manichéen de Star Wars, d'une part, et d'un autre côté, de voir comment est-ce que de passer d'une république à un empire totalitaire, comment c'est vécu par les populations. Alors ça se fait sous un tonnerre d'applaudissements. Toujours. Mais de voir voilà, comment vivent les gens sous l'Empire, comment le trop, le ras-le-bol va créer les mouvements et les graines qui vont entraîner la création de la rébellion. Pour moi, c'est toute la promesse et tout ce que j'attends de voir quand je vois Andor. Et quand on sait ce que va être Cassian Andor dans Rogue One, donc ce personnage un peu plus trouble qui n'hésite pas pour le greater good, le fameux, de faire vraiment des trucs condamnables, mais pour un bon, pour en tout cas essayer de libérer la galaxie de son oppression. Les mauvaises actions pour la bonne cause. C'est un peu ça. Après, comme Rogue One, c'est aussi justement le côté, ce que j'ai appelé dans le runner, j'ai sous les yeux pour caricaturer, mais pour que vous voyez l'idée, le Star Wars des petites gens, c'est-à-dire le Star Wars au ras du sol. Dans Rogue One, il y avait un côté en plus derrière des mesures, parce qu'on avait tout un jeu d'échelle, là on n'en est pas là. Mais il y a l'idée de nous présenter justement les conséquences de cette arrivée de l'Empire, que ça a sur la vie quotidienne, l'impact direct de ces gens-là, qui sont pas forcément tous des généraux ou des futurs héros de la grande histoire, de la grande fresque, du grand space opéra qu'on va nous présenter, mais concrètement, qu'est-ce que ça change sur leur vie? Et c'est finalement ça la promesse, et tu l'as dit, en plus, en l'étalant sur 12 épisodes, on va encore plus loin que Rogue One à ce niveau-là, quoi. Moi, j'aurais dire plongeons dans le sujet là, parce que j'ai envie de parler. Mais c'est là où je vous emmène. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Non, mais parce que je sais pas de quoi on parle en premier. Parce qu'il y a tellement à dire. Pour moi, c'était ça. C'était le fait d'avoir quelque chose qui démarre quelque part vraiment au ras du sol, quoi. Mais clairement, en fait, il y a une vision du peuple, comme tu l'as dit, quelque part, le peuple en termes éthérés, hein, la populace de base. Et il y a aussi, et c'est ça que j'ai kiffé parce que je ne m'y attendais pas dans Andorre, il y a aussi l'idée de voir l'aspect politique avec Mon Mothma. Mon Mothma. Et cet élément auquel je ne m'attendais pas, c'est l'Empire. C'est vraiment comment fonctionne l'Empire à partir du pecno de base dans le bureau local jusqu'au plus ou moins l'équivalent du FBI version Empire, je sais plus comment ça s'appelle précisément ce bureau. BSI. Le BSI, voilà. Et ça, pour le coup, ça a été une énorme surprise. Je m'attendais vraiment à ce que la série garde le côté... reste sur la rébellion avant toute chose.
Et ça a été une excellente surprise, hein, pour le coup, même si sur certains acteurs et certains choix scénaristiques, un peu moins. Le fait de vouloir vraiment mettre ça en avant, ça m'a plu comme pas permis, hein. Moi, je savais que Gauthier, quand on en avait parlé pendant la diffusion, c'était peut-être ce qui t'avait le plus gêné d'avoir ce côté vie quotidienne de Star Wars finalement. C'est plus encore que la vie quotidienne, c'est-à-dire que moi, il y a quelque chose qui. Je serais d'accord avec vous à un moment sur cette série pour dire qu'elle est extrêmement bien écrite et que ça se suit. Il y a un côté feuilletonnant qui est génial, il y a même de très très belles scènes. En tant que série, ça se suit très très bien. Moi, j'ai un doute sur le côté Star Wars. Est-ce que c'est très Star Wars? Je me sens pas du tout chez moi dans cette série. Si chez moi, c'est chez Star Wars. Mais bon, je me sens vraiment hyper dépaysé. Je pense un peu comme Menro s'était senti dépaysé avec l'épisode 8, justement, où l'épisode 8 prenait un On parle côté des films là. un peu trop enfantin. Oui, les derniers Jedi. La merde, Menro, ça le plongeait dans un truc beaucoup trop enfantin, beaucoup trop popcorn, beaucoup trop genre on joue et puis on joue à faire n'importe quoi. Là, ça me plonge moi dans un truc qui est contraire à ça et qui me fait perdre un peu mon côté Star Wars, c'est que j'ai l'impression qu'il faut que tout soit archi hyper méga réaliste et premier degré, à tel point d'ailleurs que je trouve que les créateurs ont oublié même que Star Wars c'est un bestiaire avant tout. Tu vois, il y a 3 épisodes qui se passent dans une prison, dont on reparlera probablement. Il n'y a pas une créature dans la prison, c'est que des mecs. Il n'y a que des mecs, il n'y a que des êtres humains. Pareil dans l'Empire, il n'y a pas un général chelou, je sais pas trop quoi, c'est que des êtres humains tout le temps, quoi. Il y a très très peu de créatures dans cette série, à tel point que tu pourrais te dire j'efface Star Wars du générique, je colle n'importe quoi d'autre. Ok, pourquoi pas. C'est vrai que ça manque de race extraterrestre. Mais pour le coup, dans la prison, c'est un sujet. Là, je te le concède facilement. Par contre, du côté de l'Empire, c'est pas un problème. Puisque justement, l'Empire a ce côté un peu totalitaire, inspiré du régime. Un peu. Voilà, pour faire une périphrase. Et du coup, ça fait partie totalement de l'Empire de considérer que les êtres humains sont au-dessus de toutes les races extraterrestres qu'il peut y avoir. Si tu reprends n'importe quel épisode, même les 4, 5, 6, tous les généraux de l'Empire sont des êtres humains, et c'est ce qui fait la différence avec l'Alliance Rebelle. Et du coup, que dans les généraux, le BSI, enfin ce fameux FBI de l'espace, ou tout ça, les services secrets en gros, il n'y ait pas de représentants extraterrestres, c'est pas un souci en soi. Par contre, oui, dans la prison, tu me marques un vrai point. Là, justement, c'est là où l'Empire, avec la psychologie qu'on lui connaît, devrait y refourguer tous les laissés pour compte, les parias. Après, il y a un truc quand même, excuse-moi Fleck, voilà, c'est que effectivement Star Wars c'est un bestiaire, mais pas que. Pour le coup, je trouve qu'il y a 3 gros aspects, parce que tu m'y as fait penser dans Star Wars, c'est qu'il y a effectivement le bestiaire, ce côté cet échappé dans la galaxie, tu vois. Il y a le côté philosophique de Star Wars, la force, ce que ça représente, le lien avec la nature, etc. Et il y a la politique, évidemment, parce qu'on parle quand même d'une dictature, hein, et ce genre de choses. Politique qui était très présente, particulièrement dans la prélogie. Et je trouve que sur cette série, effectivement, on t'a pas beaucoup. Évidemment, il n'y a pas de Jedi dans cette série. Donc, naturellement, le côté philosophique, tu l'as pas. Le bestiaire, effectivement, est un peu manquant. Par contre, en termes de politique, qu'est-ce qu'on prend? Et puis on mange bien, mes aïeux. Ouloulouloulou. Ouais, Ça- mais. Pardon, excuse-moi. Non, j'allais dire ça, c'est vraiment le parti pris pour le coup qui vient de la personne dont on a parlé qui est à l'écriture, à savoir Tony Gilroy. Pour le coup, lui, il vient en l'occurrence de films d'action ou d'espionnage qui sont vraiment pour le coup, encore une fois, très terre à terre, très premier degré, assez, je vais pas dire sombre, mais Jason Bourne, c'est pas fun quoi. Il y a vraiment ce côté. en termes de réalisation. Ouais, au contraire, ça bouge beaucoup, mais là, on est sur autre chose, au contraire. Mais en termes d'écriture, c'est assez pesant. On essaye de nous faire comprendre bien la gravité des enjeux. Et tu sens que pour lui, dans la façon dont il écrit ça, il n'y a pas la place d'avoir des, entre guillemets, fantaisies, tu vois, dans son écriture, dans cet univers-là. Et malgré le fait qu'il écrit pour Star Wars, finalement, dans Rogue One, on peut dire la même chose, hein, du côté des gentils, qui se lancent à l'assaut de Scarif là, dans la dernière bataille. Tout le groupe des gentils qui s'en va crever pour récupérer les planètes Noires, il n'y a pas que des humains, encore une fois. Quoi. Tout le monde meurt et à la fin, c'est une bombe nucléaire qui tue tout le monde. Voilà, Voilà, en termes encore une fois de poids du discours et de la symbolique, on y est quoi. Donc tu sens que
Ouais, il va pas piocher dans Star Wars pour ça, quoi. Monroe. Disons, pardon, excuse-moi. Gauthier, vas-y. Disons que chez moi, c'est pas uniquement un manque de bestiaire ou de quelques autres éléments type sabre laser qu'on avait dans les autres Star Wars habituellement. C'est vraiment comment, apparemment, le cahier des charges qu'on leur a filé, c'est éloignez-vous de l'idée que vous vous faites de Star Wars le plus possible. Et ça fait que ça introduit des nouveaux éléments dans cette série qui sont des trucs qu'on n'a jamais vus dans Star Wars avant. Je vous en ai pas fait une liste, mais je veux dire, on pourrait parler à l'infini de plein de trucs. Et pour moi, c'est la première série Star Wars, premier épisode dans l'univers Star Wars où tu as de la prostitution, où tu as deux personnages qui ont un plan cul. C'est hyper bizarre. On te parle de sexualité dans Star Wars. C'est vraiment la première fois qu'on t'en parle de manière aussi frontale. Tu as un personnage, c'est Mon Mothma, justement, qui a un couple complètement défectueux avec son mari, où tu comprends qu'ils se détestent. Des trucs comme ça qu'on n'a jamais abordé dans Star Wars. Il y a un très très bon personnage de méchant psychotique, une sorte de Dale Cooper de Twin Peaks, mais méchant, quoi. Et lui, il a une mère complètement oppressante, complètement despotique, qui lui sert des céréales en lui versant du lait, et il regarde son bol de céréales d'un air triste. Et là, genre, ah putain, qu'est-ce que c'est noir, qu'est-ce que ça ressemble beaucoup trop à mon monde. Et à ce moment-là, si ça ressemble à mon monde, ces céréales ont quel paquet? Sur ce paquet, il y a quel animal? Tu disais un porc, probablement, c'est un porc. Oui, c'est un porc, évidemment que c'est un porc. Un porc ou un Town. D'un coup, ça devient trop loin de Star Wars, trop proche de mon monde. C'est là où je te contre-kem, c'est que tu parles de cahier des charges et au contraire, pour moi, sur Andorre, il n'y en a pas. C'est ça que j'apprécie. J'ai l'impression que Disney a fait bon, les gars, on sait pas trop quoi faire. Le dernier truc qui a marché, c'était Rogue One. Vas-y, prends ton truc, on regarde même pas. Au point qu'on a quand même une énorme critique du capitalisme dans une série Disney. L'ironie est incroyable, quoi. Il y a un point quand même qui est assez intéressant, mine de rien, qui moi m'a bien accroché, c'est que si la prélogie décrit comment est-ce que la République sombre dans la dictature, et comment il y a un coup d'État qui est opéré, là j'ai beaucoup aimé voir comment les différentes strates de la société, donc toutes les CSP, hein, c'est-à-dire les plus pauvres et les plus riches, s'intègrent dans ce nouveau schéma, ce nouveau paradigme sur lequel ils n'ont pas le choix, il faut faire avec. Donc on a les ouvriers dans la planète dont j'ai oublié le nom, Férix, où commence l'histoire. On a les nantis comme la famille de Mon Mothma, et on voit très bien que son mari, lui, il fait partie des gens qui... les grands bourgeois qui vont, peu importe le régime politique, en tirer un bénéfice garder le champagne et les fastuosités de la vie bourgeoise. Puis il fait rien surtout. Et il fait rien, il encourage parce qu'il en tire des profits derrière financiers. Et comment est-ce qu'on a... Et je trouve que ça a beaucoup plus de résonance et de pertinence de voir comment est-ce que tous ces postulats vis-à-vis d'un aussi grand changement viennent percuter le réel. Et ça, je trouve que c'est ultra intéressant. C'est valable aussi pour Férix, encore une fois, où on a une milice locale qui va être supplantée par les Stormtroopers et où on a un bureau. Certes, on a ce fameux service secret de l'Empire, mais on a aussi tous les troufions qui sont au plateau des Mille Vaches en train de faire sur un Minitel on ne sait pas trop quoi, et qui sont complètement exploités aussi. Donc il y a quand même pas mal de visions intéressantes sur comment est-ce que ce coup d'État, en dehors de l'empereur qui dit j'ai tous les pouvoirs maintenant, comment ça s'opère dans le quotidien. Et ça, je trouve ça plutôt bien fait. Il y a cette description des rouages de vraiment comment fonctionne cette société, là où juste dans les précédents, on se posait même pas la question, puisqu'on suivait un héros entre guillemets classique qui allait faire son parcours du héros, et puis tout ce qu'on nous présentait, ça servait de décor, de toile de fond, et on n'avait pas besoin de savoir que le mec qui était là en train de boire son coup au bar, parce qu'en fait il s'était fait virer de son taf, parce que voilà. Par contre, il y a un truc, justement, tu parlais de cahier des charges et sur le fait qu'il n'y en a pas vraiment, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a le côté que pendant que les autres étaient en train de faire Boba Fett et Kenobi, qui étaient vraiment des séries attendues, programmées, des espèces de... Alors pour Boba Fett j'ai un doute, mais surtout pour Obi-Wan, des produits d'appel pour Disney+. Et fanservice. Et fanservice, complètement. Là, on leur a laissé un petit peu le champ libre en leur disant faites votre truc de votre côté, et puis bon, on verra bien, on le casera quelque part, et puis voilà. Il y a eu cette liberté au niveau de l'écriture complète, je pense. D'ailleurs, on le sent dans le fait que
il n'y a pas de fanservice, il y a très très peu de personnages qui est catapulté dans le récit pour ressortir à un moment donné pour dire ah oui, vous vous souvenez de machin, non. Et pour enchaîner un petit peu aussi, dans le côté justement plus réel et encore une fois se défaire de ce qui a pu être fait sur Disney, plus notamment au niveau des séries, il y a un accent qui est mis sur les décors naturels justement, là où on le sait, et là je vais te lancer toi Menro, parce que je sais que tu es un peu plus spécialiste là-dessus, mais là où beaucoup de séries avant utilisaient ce système de capture 360 qu'on a vu aussi chez Marvel, là on a beaucoup de décors naturels et beaucoup de vrais décors construits pour l'occasion. En fait, il y a une pensée, comment est-ce que la chaîne de production est faite du côté des séries Disney+. Et c'est vrai pour toutes les séries Marvel, en l'occurrence, qui sont en gros les cousines des séries Star Wars. Il y a cet écran volume. Donc, si je le décris, hein, c'est une sorte d'écran incurvé et où on a en face une caméra. Et quand on bouge la caméra, l'image qui est derrière bouge en parallèle de manière à donner une perspective juste et des points de fuite pour le regard, etc. Ça simule la profondeur de champ tout bêtement. Voilà, et c'est ultra bien fait. Et c'est hyper pratique quand tu fais toutes tes séries dans un désert. C'est ça. Et ça permet d'éviter des fonds verts dont les acteurs peuvent un peu plus imaginer à quoi va ressembler le décor dans lequel ils sont censés faire jouer leur personnage, enfin incarner leur personnage. Parce que eux le voient aussi, c'est ça qu'il faut comprendre par rapport au fond vert où justement c'est un fond vert, eux ils voient ce qui est projeté sur les écrans. Alors pour rajouter à ça juste en petite souris, c'est que c'est pas que l'écran derrière, il y a aussi une bonne partie de décor réel en face. Simplement que en termes de logique de production, tu gères les 2-3 cailloux qu'il y a en premier plan et tout le fond c'est un ordi qui te le fait sous Unreal quoi. C'est pour ça que souvent c'est ce genre de plan et vous pourrez re-regarder et les séries Marvel ou les séries Star Wars qui sont sorties avant. Et on a en général 2 éléments de décor, comme tu dis, 2 bouts de rocher, une table, et derrière une immense perspective à perte de vue dans un paysage complètement fantastique. Des déserts. Et désert. Et donc là, on change de point de vue, on va dans des décors naturels. Et tout d'un coup, quand on a le champ qui s'ouvre avec les possibilités d'un décor naturel et de pouvoir mettre sa caméra où on veut, et bien on commence à réavoir une réalisation, une intention de réalisation. Parce que c'est génial cet écran parce qu'il résout plein de problèmes, mais il en crée des nouveaux. Il en crée des nouveaux parce que ta caméra, tu es obligé de la laisser à filmer cet écran. Tu peux pas la mettre au-dessus, tu peux pas la mettre en dessous parce que le sol c'est autre chose et le plafond c'est un hangar. Donc là, on a enfin, à part dans 2-3 plans de CGI ou des money shots. Donc des money shots, c'est ces plans hors de prix qui permettent de les insérer dans la bande-annonce pour dire la série va être sensationnelle. Puis des petits moments de bravoure aussi quand même dans le récit. Et donc là, on a je sais pas, il y a des scènes qui ont été filmées dans le nord de l'Europe, en Écosse, je crois, J'ai pas les lieux de tournage, mais bon, on voit bien les scènes sur Aldani, hein, la planète où a lieu l'attentat programmé par la rébellion. Bon, là, on y est, quoi. Donc voilà, on prend de l'amplitude, on prend des valeurs de champ différentes, on prend des angles de vue différents, on se permet de casser un petit peu ce côté où je mets ma caméra sur un pied et je peux juste la tourner un peu à gauche et un peu à droite, mais pas trop. Il y a même, je trouve, une vraie intention du réalisateur. C'est un truc que j'avais pointé du doigt sur pas mal de séries auparavant, où je disais, il n'y a pas de personnalité dans les plans, en fait. C'est toujours un peu des plans séries assez basiques. Malgré le pognon fondamental qu'il y a là-dessus, au final, on se retrouve toujours sur une réal très simple. Alors que ici, j'ai eu l'œil attiré par certains détails, des champs contre champs, des profondeurs, des plongées. Particulièrement, moi, ce qui m'a marqué, et je pense que Gauthier, tu as eu l'œil beaucoup sur ça, c'est tous les plans avec Mothma, où il y a une attention portée sur la symétrie de chaque plan, et cette symétrie te raconte toujours quelque chose dans le récit. Elle arrive toujours au moment où elle a un doute, où tu sens qu'elle est entre 2 plans, en fait, entre la rébellion et le truc, et cette symétrie te fait dire, en fait, si tu refermes, c'est le bordel, quoi. Tu vois, tu sens une espèce de cage dans la réalisation, quand bien même elle est dans un appart sublime, et c'est là où tu te fais, mais enfin, un réalisateur derrière ces séries, quoi, un vrai réal, quoi. Et à l'inverse, tu peux te dire qu'elle est au milieu, donc elle est au milieu des préoccupations, au milieu des enjeux, voilà, tu peux interpréter ça différemment. C'est vrai que comme c'est un personnage, ce personnage-là qui est beaucoup sur le doute, tout comme le personnage qui est interprété par Stellan Skarsgård, Luthen Rael. Voilà, évidemment, ça amène beaucoup de plans cadrés sur son visage de face.
ou de dos même parfois, et pour qu'on sente l'ambivalence des sentiments qui transportent. Mais ceci dit, je pense que tu es pas tout à fait sincère. Je pense qu'il y a certains épisodes, notamment de The Book of Boba Fett, où quand c'est Robert Rodriguez qui prend la caméra, tu le sens très vite. Quand Tu veux il dire commence sur à les y avoir scooters en jaune et quand il rouge. commence à y avoir ouais. des motos de n'importe quoi. Ouais, dans là, on tous le les voit, sens, t'es là, genre, effectivement, ouais. ok, bon. Tristement, ouais. Les Power Rangers augmentés, là, ouais. Non, Et là, il y a ça, Machete qui arrive, et tu ouais. sais plus pourquoi. Et donc... Mais c'est le gardien du rang encore. Ouais, voilà. Non, ça encore une fois, c'est pas le propos. Et justement, bah, il y a à la suite cette opposition dont on a déjà un peu parlé justement avant, hein, mais on va revenir dessus un peu plus en détail sur le côté l'Empire d'un côté et la rébellion de l'autre, les personnes un peu entre les deux. Et donc, l'Empire, justement, on a cette perspective sur un peu toute la chaîne de hiérarchie, quoi, vraiment du grouillot perdu au fin fond de la montagne jusqu'au général, grosso modo. Ça, c'est relativement nouveau. Bah, oui, clairement, en termes de perspective. Pour rester sur la réal par rapport à cette perspective, un truc que j'ai adoré aussi, c'est proche de la réal et proche en même temps du set design plus qu'autre chose, mais tu as les codes couleurs entre les deux qui sont toujours respectés, quand bien même la rébellion n'existe pas. Tu vas avoir des touches orangées dans les costumes des personnages de Férix. Tu vas avoir vraiment une opposition noir et blanc dès que tu es dans l'Empire. Tu vois, du bleu et du doré pour la richesse, etc. Des codes couleurs qu'on a déjà vus dans la série, qui du coup, enfin dans la série, pardon, dans la saga, qui du coup te rappellent à des éléments qui ne sont pas encore là historiquement parlant, puisqu'on est placé avant la création de la rébellion. Mais tu te rends compte que les gens sont en maîtrise totale de leur sujet, quoi, du début à la fin. C'est là où c'est intéressant, c'est pour tous les fans de Star Wars, donc il y a la planète Coruscant, qui est la capitale de la galaxie. C'est là où a lieu où est le Temple Jedi, ou alors le Sénat intergalactique. Tu veux les bâtons de la mort ? Où ce bar-là. Et mais là, pour le coup, on voit un autre aspect de. C'est quand même une ville-planète qui, quand on lit un petit peu et qu'on creuse sur l'historique de cette planète, il y a une somme incalculable de strates de civilisations qui se sont succédées au fur et à mesure, et où le sol de la planète est déjà limite au 150e étage d'immeubles, et où plus on va dans les profondeurs et proche de la planète, plus on est dans une strate populaire de la population, les bas-fonds, et où en haut on monte et c'est la haute société. Et là, je trouve ça hyper intéressant de voir notamment comment vit la haute société. Mon Mothma, donc on la connaît depuis les années 70, c'était évidemment pas la même actrice, mais on avait ce personnage-là qui était la chef de la rébellion dans le premier Star Wars. On l'avait vu vite fait dans la prélogie. Elle était notamment coupée au montage pour de nombreuses scènes de la revanche des Sith, notamment où elle va, si vous avez les DVD, les Blu-ray, discuter auprès de Palpatine pour dire oui, mais attendez, ça c'est pas normal, il faut garder un Sénat, il faut machin, il faut etc. Et là, on sait qu'elle va être l'un des deux artisans de la création de la rébellion. Donc on a le côté visible, c'est Mon Mothma. Ce sera son incarnation physique auprès des gens, même s'il y a une ambiguïté, il va falloir qu'elle la dépasse. Et de l'autre côté, on a les bas-fonds, encore une fois, les bassesses, le concret, ce qu'il faut faire, quelle que soit la forme. Et ça, c'est incarné aujourd'hui donc, par le personnage de Stellan Skarsgård, que je trouve un des personnages les plus intéressants qu'on ait pu voir dans Star Wars depuis pas mal de temps. Non seulement il est bien incarné, mais en plus c'est bien écrit. Et qu'est-ce que c'est bien joué. Il y a les trois. Je pense qu'on pense plus ou moins tous à la même scène, cette fameuse scène où il rencontre l'infiltré de l'Empire. C'est bien, parce que je voulais qu'on parle de l'Empire, on va parler de la rébellion. C'est pas grave, on retombera sur nos pieds à un moment donné. Mais voilà, il y a cette scène-là où j'aurais pu dire la réplique exacte, mais que voilà, quand on lui demande qu'est-ce que lui a sacrifié là-dedans face à une taupe en gros qui lui sacrifie un peu tout finalement, sa vie de famille, potentiellement son poste et voir sa vie s'il est découvert, et qui te sort cette espèce de tirade pour dire quoi, qu'est-ce que moi j'ai sacrifié, et là elle lui dit tout finalement, tout dans le sens où lui aussi, et sait que quoi qu'il arrive
ce qu'il met en place maintenant naîtra quand il ne sera plus de ce monde, hein, parce qu'il sait que lui, il est juste là pour déclencher les premières braises, quoi. Et je sais plus, il y avait cette phrase, j'ai fait de mon esprit un horizon sans soleil, ou je sais plus. Quasiment shakespearien. Ouais, enfin, c'est assez. Cette scène-là est assez folle. C'est assez intéressant. C'est voilà, qu'est-ce que moi j'ai sacrifié. J'y ai tout sacrifié, puisque je suis l'outil d'un changement que je ne verrai jamais. Je trouve que c'est une puissance d'évocation de la cause, et dans sa façon de le gérer, les sacrifices qu'il va faire, et humains et matériels, pour arriver à ses fins. Il y a quelque chose de totalement absolu, mais qui fleure avec quelque chose de pas bien du tout, hein. Après, c'est pas du fanatisme, parce qu'on n'est pas dans le personnage de Saw Gerrera. Voilà, ouais, effectivement, je parlais qu'il n'y avait pas des renvois à d'autres personnages de la série. C'est l'exemple. C'est l'un des rares exemples, donc qui est joué par Forest Whitaker. Lui qui est encore quasi humain, donc on sait qu'il va lui arriver des bricoles pour qu'il soit à moitié robotisé comme il l'est dans Rogue One. Mais voilà, on sait que c'est un pendant de la rébellion, quasi terroriste. Et le personnage donc de Stellan Skarsgård, de ce fameux Lucien Raël, est dans un flou, dans l'entre-deux, une espèce de grand Manitou qui comprend que il y a des moyens avec lesquels on ne peut pas faire autrement face à l'adversité et ce totalitarisme absolu, et qu'à un moment il va falloir se mettre les mains dedans, quoi. C'est pour ça que il le dit aussi, qu'il utilise quasiment des méthodes qu'utilise l'Empire, et que dans la dernière partie de la série, il cherche à se débarrasser de Cassian parce qu'il en sait trop et parce qu'il l'a vu, lui qui doit justement, comme tu le disais, rester dans l'ombre et rester la face cachée de tout ça. Donc oui, il en est clairement lui aussi, et planifier des assassinats. Typiquement, on oublie, hein, mais à un moment, tout le monde applaudit quand Luke Skywalker fait péter l'étoile de la mort. Mais dedans, il y a 14 trillions de personnes qui meurent, notamment des ouvriers, des hommes d'entretien, des gens qui avaient des familles, etc., qui étaient peut-être des prisonniers. Enfin voilà, faut quand même pas l'oublier. Justement, et effectivement, tu voulais... Même si dans les faits, du coup, Andor répond à la grande question qu'a lancé Clerks, à savoir, mais est-ce qu'il n'y a pas des ouvriers qui sont morts pour rien? Finalement non, ils parce étaient que au courant. c'était des esclaves qui ont fait tout l'étoile de la mort, donc tout va bien. Mais effectivement, parce que ce que j'ai adoré dans Andor, et c'est là où je comprends aussi le pas de côté, le choc que ça peut faire, c'est que Andor a montré que tu vois, en fait, la grosse figure noire qui fait cookie quand elle respire, c'était marrant quand t'étais gamin, mais la réalité d'une dictature, c'est ça. Et en fait, l'univers de Star Wars, c'est une dictature. Mais justement, c'est là où vraiment je m'interroge sur peut-être le cahier des charges de cette éventuelle de cette série, et surtout sur la direction que va prendre Star Wars à l'avenir. C'est parce que je suis d'accord avec vous pour dire que Rogue One est vraiment un des épisodes les plus satisfaisants de la saga, et que ça entre complètement dans la même veine. Mais j'ai un petit peu l'impression que déjà, il y a un peu, évidemment, de cynisme de la part de Disney à se dire, ils ont quel âge maintenant, les gens qui aiment bien Star Wars? Ils ont 30 ans, 40 ans. Faut peut-être qu'on leur raconte des trucs un peu plus compliqués quand même, hein. Et il y a ça jumelé avec le fait qu'à chaque fois qu'ils poussent beaucoup plus dans le sens de ce qu'on aimait dans Star Wars quand on était gosse, on est tous là à faire « Ouais, c'est nul, Obi-Wan Kenobi, c'est trop nul !» et tout, machin. À chaque fois que Star Wars est très Star Wars, on trouve ça pourri. Et tous les projets qui s'éloignent le plus, qui ont le moins la gueule de Star Wars possible, on est là genre « Ah ouais, putain, c'est vachement bien. C'est vachement bien. » Faut dire aussi moins c'est Star Wars, mieux c'est, quoi. Il faut aussi dire quand même que la série même si on n'est pas, je peux pas vous divulguer de chiffres précis, c'est toujours la même chose avec les plateformes de streaming, vous connaissez, mais en termes d'audience, on est clairement en dessous pour Andor, bien sûr. par Andor, rapport à Obi-Wan ou même Boba Fett. Donc finalement, on va plus ou moins dans le sens du vent pour l'instant, hein, on ne gâche pas la suite du podcast, mais c'est relativement acclamé pour l'instant niveau critique, là où effectivement Obi-Wan et Boba Fett, il y avait pour le coup un vent contraire, mais il n'empêche que côté spectateur, Andor reste la série en Star Wars la moins vue. J'aimerais placer un contre Kems quand même, parce qu'on a dit des dingueries. C'est-à-dire que ce qui a fonctionné dans la série Star Wars de Disney, c'est The Mandalorian.
The Mandalorian, c'est complètement basé sur tout ce qui est Star Wars. C'est quand même un bébé Yoda qui fait de la force et tout. On a le retour de Luke Skywalker et on a la figure du Mandalorian, tu vois. Ouais, je suis on a d'accord. les deux. Je suis tu d'accord vois. avec ça. Et d'ailleurs, The Mandalorian On a est pas une aimé, c'est les films. hein. The Mandalorian est une très bonne série Star Wars, c'est vrai, mais c'est encore une fois une série Star Wars où on se dit, tiens, on va créer un nouveau personnage. On va partir à base d'un nouveau truc, on va aller explorer un nouveau truc, un truc qu'on n'a pas trop exploré. Au et tout départ. ça. Au départ. Puis même si tu as un baby Yoda, tu vois, jamais notre petit cerveau de fan de Star Wars avait imaginé que cette race extraterrestre pouvait faire des bébés et qu'ils allaient grandir, tu vois. Ouais, mais on Donc, était c'est tous un- en face en mode vas-y, utilise la force. Tu vois, genre, quand est-ce qu'il aura un sabre, tu vois. Donc, si, c'est la même chose. Tu vois. Bien sûr, bien sûr. Moi, ce que je dis, c'est les extensions de Obi-Wan Kenobi ou de Han Solo ou des épisodes 7, 8, 9, etc. Ou de Boba Fett nous paraissent vraiment être les trucs les plus défectueux. C'est-à-dire, plus on ponce Star Wars, plus on est vraiment dans Star Wars, moins on aime ça. Je me demande si on serait pas en quête d'autre chose que Star Wars maintenant, simplement. Je sais pas, la question mérite qu'on s'y attelle, qu'on lui donne quelques minutes. C'est comme quand j'entends oui, mais là, la famille Skywalker, c'est bon, on en a fait le tour. Je suis pas d'accord avec ça du tout. C'est-à-dire que pour moi, raconter des belles histoires et des bonnes histoires, et que ce soit proche de Star Wars ou que ça renouvelle Star Wars, que ce soit les histoires de la famille du 14e cousin ou de l'héritier de machin, je m'en fous tant que ce sont des histoires qui m'intéressent, qui m'interpellent et que je trouve faites avec honnêteté. Ceci étant dit, il y a quand même. Je veux dire, Mario fait du Mario depuis 30-40 ans et on est toujours fan de Mario. Je peux te donner un exemple. JoJo's Bizarre Adventure. Par exemple, C'est aussi. juste 8 saisons de tous les descendants de tout le monde. Et pourtant, c'est génial. Donc, pour le coup, moi je trouve qu'il y a autre chose qui a été fait, c'est que on a essayé de tuer le père dans la postlogie pour justement s'affranchir du passé et avancer vers quelque chose de nouveau. Mais ça s'est fait, je trouve, et c'est mon point de vue, très subjectif, sans le respect qu'on devait peut-être à ce qu'il y a eu avant. Donc c'est très symptomatique du temps actuel. Mandalorian a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il a fait du fan system, du fan service, pardon, en se rattachant justement à ce qu'on connaissait. Bah là, on a quelque chose avec Andor que je trouve qui s'inscrit dans l'univers et qui nous propose autre chose. Donc à chaque fois, on est dans c'est pas blanc, c'est pas noir. On a un pourcentage d'avant avec un pourcentage de nouveau. Il y a différentes recettes. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que chacun et chacune peut y voir ce qui peut lui être le plus proche. Mais j'aime quand même me dire que c'est aussi une des forces qu'avait l'univers étendu autrefois. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'auteurs différents qui testaient plein de choses. Et à la fin, il y avait beaucoup de merde. Mais il y avait quand même des trucs vachement bien. Et l'officialisation du canon qu'a instauré Disney, il laisse moins de liberté. En tout cas, il a laissé moins de liberté pendant un moment. Et là, le fait qu'il ouvre les vannes, pour moi, c'est quand même un bon signe. La série Andor en elle-même, elle a 4 ou 5 actes différents. Chacun se rattache à une dynamique différente. Tous ne sont pas bons. Mais il y a quand même des problèmes. Genre le premier, là, les 3 premiers épisodes, pour moi, c'est vraiment les séries Star Wars qu'on n'a pas aimées avec les anciennes méthodologies de travail. À partir d'Aldani, il se passe un truc. Dès qu'on va faire ce fameux casse, la prison est une autre proposition qui va plus fleurer du côté, chercher du côté du prisonnier ou de trucs comme ça qu'on a vu dans les années 60. THX 1138. Ou THX complètement. Quel hommage du coup. Bon, la fin, elle est. THX 1138, c'est le deuxième film de George Lucas, pour resituer. Non, le premier. C'est pas American Graffiti Non, je crois que c'est c'est le THX. premier alors. Ouais. Et donc du coup, là, je trouve ça assez intéressant de voir que là, on nous dit, tiens, ben voilà, il y a eu Rogue One, on va essayer de construire un petit peu autour de ça. Demain, Rian Johnson aura sa trilogie et il ira continuer à creuser quelque chose d'autre. C'est intéressant d'avoir des points de vue différents. Moi, je suis plus sensible à une certaine école qu'à une autre. C'est après, voilà. Bah, c'est très bien, tu m'as fait une transition, puisque là on a beaucoup digressé, on sait, c'est Star Wars, c'est normal, on parle de la série, de la saga d'une manière générale. Restez avec nous, à la fin, on donnera justement un peu aussi notre opinion sur où est-ce que va Star Wars après Andor, quelle porte ça ouvre. Et tu l'as dit, tu as parlé effectivement de découpage en arc, et le fait que finalement
est-ce que c'est pas la preuve ce qui vient de se passer sur les dernières minutes, parce que Andor c'est pas une série qui porte mal son nom finalement, où on passe plus de temps à s'intéresser finalement à d'autres persos, est-ce que ces différents actes nous racontent pas autre chose? On pourrait l'appeler Rébellion, comme Ouais. on aura Acolyte, qu'on serait pas mal. Enfin, Ouais, mais clairement. en fait, je trouve ça important qu'on soit situé, enfin pas situé, mais focalisé sur le voyage de Cassian Andor dans cette rébellion, parce que justement, il est présenté comme quelqu'un de très individualiste à la base. Pour les 3 premiers épisodes qui sont un peu bof, on va pas se mentir. On peut le dire justement, tu le dis, il y a 12 épisodes, 4 arcs de 3 épisodes à chaque fois. Les 3 premiers ont été tous sortis en même temps. Et Et c'est- moi je veux le dire très clairement, j'en ai galéré pour arriver au bout de ces 3 trucs. Ben, Quoi. c'est ce que j'allais dire. quel C'est que pour enfer. moi, aujourd'hui, les gens se demandent pourquoi il n'y a pas assez de gens qui regardent Andor, probablement le meilleur truc jamais créé sur Star Wars. Vous avez vu les 3 premiers épisodes, les garçons? Putain, la planète où il y a des mineurs, elle s'appelle Canary. Est-ce que tu te rends compte de la stupidité de ce nom du cul, bordel? Et la réal était dégueulasse, ça se suivait, mais c'était très mou, c'était très lent, tu voyais pas l'impact, etc. C'est au moment où on a ouvert les vannes que c'était magnifique à partir du 4e épisode. Mais alors les 3 premiers, c'était catastrophique. C'était hein. construit de manière très très chelou, ces flashbacks là qui popaient à des moments très bizarres, et on savait très bien où est-ce que ça allait aller, que Machine allait crever et qu'ils allaient rentrer dans le vaisseau, et ça mettait des plombes à arriver où ça voulait. Et surtout, enfin moi j'ai ressenti ça sur les 3 premiers de manière très très forte, c'est qu'on parlait d'une référence à THX 1138 tout à l'heure, mais j'ai eu l'impression sur les 3 premiers en particulier qu'on a dit au créateur, ok, fais des références à tout ce que tu veux de science-fiction, mais pas à Star Wars. Du coup ça commence sur une planète Blade Runner. Oui. Ensuite, oui. tu rencontres un robot qui s'appelle pas Wall-E, mais c'est Wall-E, hein, c'est le même. Ensuite, tu vas Il est trop mignon. tu vas quand sur même. une origin story en mode avatar complet, quoi. Enfin, t'es là, genre, il est en train de faire toute la science-fiction sauf Star Wars, quoi. Oui, clairement. Mais après, pour reprendre mon point, parce que on est tous d'accord là-dessus, très clairement, même si le robot nique, clairement, j'en ai marre de ces opportunités à la con. Mais je suis très content que ce soit centré sur Cassian Andor, parce que justement, on part d'un individu qui est très porté sur lui-même et sur sa propre survie et celle de sa famille avec sa daronne, mais qui, petit à petit, va s'éveiller à une cause plus globale. Et je trouve que ce parcours, avec ces parallèles faits sur l'Empire qui prend le contrôle de sa région, quand à la base c'était plutôt des cheftains locaux qui géraient les choses, ce genre de choses. C'est le régime de Vichy. Ouais, voilà. Et du coup, il y a vraiment cette... je trouve que scénaristiquement, la progression est superbe. Notamment, tu vois, la prison. Quand bien même on sait qu'il mérite d'aller en prison théoriquement dans l'univers, il y va alors qu'il n'a rien fait. Tu vois, il y a ce côté, grâce à Cassian Andor, c'est un peu le personnage qui nous permet de voir à quel point le monde est fucked up Ça- du début à la fin. C'est un peu le Forrest C'est ce que Gump, j'adore. quoi. C'est le mec qui va traverser tous les événements. Alors, il est quand même un peu plus acteur, hein, mais il traverse chacune des étapes. Et c'est peut-être un peu aussi, on l'a pointé du doigt sur les 3 premiers. Moi, je vais le dire clairement, c'est mon gros problème avec la série. Le rythme global de la série. Je sais pas si c'est le fait que j'ai pas mal regardé ces épisodes-là. Pour le coup, j'ai regardé tout seul. Ma compagne avait vu le premier et elle a dit mais c'est chiant ton truc, je vais pas suivre quoi. Donc je me suis retrouvé à la regarder tout seul. Et j'ai regardé en deuxième partie de soirée et j'étais pas spécialement fatigué. Mais systématiquement, au bout de 20 minutes, je piquais du nez et je le reprenais le lendemain, quoi. Et à un moment, ça peut pas être lié que au fait que j'ai atteint la trentaine et qu'à 23h, il n'y a plus personne, quoi. Si ça m'emporte pas, c'est qu'il me manque un petit truc. Comment vous l'avez vécu? C'est pour le coup, c'est notable par rapport au reste en termes de manière de ponctuer le récit, on va dire. À partir de l'épisode 4, je trouve que les choses décollent un petit peu plus quand même. Il y a peut-être quelques temps morts sur le comment est-ce qu'on va faire ce fameux casse. Et le casse, au moment où il arrive, c'est un peu long, oui. Mais il y a la proposition autre, parce qu'il y a tout ce qui se passe avec, j'y reviens, le personnage de Mon Mothma ou de Stellan Skarsgård. Il y a ce côté double face que lui, il peut avoir. C'est-à-dire qu'il a ce côté très sombre où il l'appelle l'Axe, donc le grand Manitou, c'est ce que je disais tout à l'heure, de l'organisation de cette rébellion naissante, mais en même temps, il a un profil public où on le voit, il met une perruque, il y a un jeu très simple sur le sourire et de gestuel, où il se fait passer pour un anti qui profite
justement des nouveaux territoires annexés pour en faire un marché noir ou de blanchiment. Oui, mais pour finir, on le voit très très peu jouer comme ça. On le voit très peu, mais il y a un peu l'entre-deux. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce jeu de cause et conséquences qui est totalement lié à ça et qui m'a tenu en éveil du coup. C'est-à-dire que le casse sur Aldani, c'est Stellan Skarsgård qui est un peu derrière et qui fait en sorte que ce soit fait. Et derrière, sa motivation, outre récupérer de l'argent, parce que du côté de Mon Mothma, ça a l'air de traîner un petit peu, c'est surtout, ça va permettre à l'Empire de durcir son régime et ses lois. C'est pour ça qu'après, Cassian se fait emprisonner, non pas 3 mois, mais 3 ans ou 6 ans, enfin, etc. C'est des conséquences de ça, on le dit. C'est l'empereur a décidé que. Et là où c'est génial, c'est que ce truc de cause et conséquences, il y a quelque chose de très conscient chez donc le personnage de Stellan Skarsgård. Il fait ça exprès, et c'est clair, et c'est très clair de moi dans la façon dont j'ai reçu la série, en sachant que ça va faire du mal aux gens, mais que l'oppression qui va en résulter fera qu'il va y avoir l'étincelle de la rébellion. Et c'est ce qu'on voit à la fin dans le dernier épisode. Mais je trouve qu'au contraire, c'est ce qu'on voit dans toute la saison, parce que justement, par le biais de Cassian Andor, on va rencontrer des tonnes et des tonnes de profils différents de gens qui ne devaient pas nécessairement être rebelles à la base et ont, par justement les causes et conséquences de ce qui se passe, on finit par prendre ce pas-là. On voit celle qui est la sœur de Mon Mothma. On voit sa nièce, Ouais. pardon, oui. Val. Val, voilà. C'est Val qui est sa pseudo-compagne, etc. On Non, voit Vel, pardon. Vel, pardon. Et oui, celle. Dragon Ball Z. Mais Vel et sa meuf, on voit leur Cinta. parcours. Cinta, merci Je vous beaucoup. donne pas les noms des actrices, je pourrais les donner, vite fait. Vel est jouée par Faye Marseille et Cinta par Varada Setu. Pas forcément des acteurs tous hyper connus pour l'instant, hein. On l'a dit, on a Stellan Skarsgård parmi les plus connus, Diego Luna maintenant commence à se faire un petit nom, mais dans l'idée, voilà, il y a Et beaucoup Andy Serkis. et Andy Serkis dans l'acte de la prison, effectivement. Très grande Serkis pour le coup. Mais voilà, il y a justement, on voit la perspective d'un prisonnier. Comment un prisonnier qui a admis sa condition depuis très longtemps va finir par se rebeller. Comment One quelqu'un way de la out. haute va finir par être sur le terrain avec un gun à la main, tu vois. Comment une petite broqueuse d'un pseudo Tatooine sur Ferrix va finir emprisonné, tu vois. Il y a toujours ce jeu de conséquences, mais il n'est pas que politique, il est aussi humain, et c'est ça que j'aime. Et si je vais un peu plus loin, comment la version féminine de Ginny Weasley mange ses céréales avec sa mère, et comment la tante de Harry Potter se retrouve à l'île de la rébellion sur Ferrix. Si on va jusqu'au bout des acteurs et des actrices. Alors quand même, au milieu de ce que moi je caractérise de rythme un peu plus long que d'habitude, il y a des scènes purement Star Wars quand même, il y a des scènes d'action qui sortent du lot quand même. Mais il y a plein, enfin, il y a plein de choses qui sortent du lot. Je veux dire, même, je voulais revenir un moment sur les arcs et sur ce que Menro décrivait de comment tout se tient en bloc qui s'enchaînent de manière l'un est la conséquence de l'autre. C'est un truc que Laurent Julier s'était amusé à analyser dans ce bouquin qui s'appelle Anatomie d'une saga, Star Wars Anatomie d'une saga. Il prenait les films, surtout les 4, 5, 6, mais les 1, 2, 3 aussi, et il essayait de démontrer comment, au fait, c'est pas du tout écrit de manière feuilletonnante et que vraiment tout se suit et qu'il y a très très peu d'épisodes que tu peux isoler et sortir du récit comme ça. Il disait par exemple la scène où le faucon de Millennium se fait avaler par un dinosaure dans la comète là. Sur les astéroïdes. C'est un des rares trucs que tu peux enlever et puis voilà, le truc suit son cours. Là, je sais pas, mais j'ai l'impression que peut-être parce que c'est un feuilleton justement, il y a plein de blocs narratifs qui me paraissent être juste un détour. Par exemple, tout ce qui se passe dans la prison, j'adore, hein. C'est hyper bien écrit, ça m'intéresse vachement, mais c'est quand même un gros détour. C'est juste un gros détour du scénario, quoi. Et parfois, c'est pour ça, la série, je suis ambivalent parce que la série, épisode par épisode, j'ai pas du tout piqué du nez, moi. Tout m'intéressait, tout était bien écrit, Bravo. il y a des scènes formidables, il y a vraiment des trucs, des performances d'acteurs. Andy Serkis, tu t'en parlais, il est génial. Vraiment, tout ça me tenait vachement. Et en même temps, il y avait des trucs
tellement mal écrit dans sa globalité que ça me donnait envie de prendre ma table basse et de la renverser, quoi. De dire putain, j'en ai marre. Pourquoi il cherche sa sœur pendant 2 secondes Ah oui. et après pendant toute la série j'ai envie de lui dire et ta sœur elle bat le beurre elles sont à l'heure sur la machine à vapeur, putain. Alors ça c'est nul et j'y ai pensé tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de le placer, mais autant je suis assez curieux de voir comment le Andor qu'on voit là, qui est un peu fuyant et un peu veule, va se retrouver à être un des artisans de la rébellion et complètement sans pitié pour cette fameuse cause. Comment ils veulent l'épouser. Alors il y a un début de réponse avec le jeune Il qu'il va croise. épouser sa sœur. Non mais le jeune qu'il croise sur Aldanis, qui est lui un idéaliste qui commence à écrire les logiques, etc. Celui qui a marqué sur la gueule je vais mourir parce que mon personnage est écrit comme ça, c'est Oui, ça. et parce que c'est l'acteur énervant. de The End of the Fucking The World. End of the Fucking Regardez World. cette série, elle est incroyable. Et par contre, j'ai perdu le fil du coup. Oui, non, donc mais ce jeune personnage. voilà, il arrive à inspirer Andor pour lui donner un petit peu de motivation et sortir de son confort. Parce que là on le voit, Andor il fait son casse, mais après il se casse. En l'occurrence. C'est bien. Mais Lui, il veut des thunes pour se poser dans le Gers, c'est salut. Hein. Ouais. oui, non, mais c'est ça. La prison, on voit que c'est aussi ce côté inéluctable où on ment, où on adapte de manière à obtenir une rentabilité d'un process, etc. Si vous avez vu la scène du cachet post-générique du dernier épisode, on comprend que tout ce qu'il construisait, ça sert à construire l'étoile noire. Mhm. Il y a quand même des petites Étoile choses. de la mort. L'étoile de la mort. Hein. Ouah, le vieux. Chacun a ses problèmes de traduction. Allez, Chico, Alors qu'avec D2RT et Z6PO. Allez, Chico, mets la gomme. Mais pareil, tu vois, dans le dernier épisode, il y a quand même un truc qui est très très contrariant tellement c'est mal écrit, c'est que une fois qu'on a eu cette fanfare de gens habillés comme dans une fanfare et qui jouent de la flûte comme dans une fanfare, c'est tellement proche de nous, c'est très bizarre. Bref, Oui, une fois qu'il y a eu c'est tout ça, anachronique. il diffuse un message. Il y a tout l'empire qui est là avec des guns, tout ça machin. C'est juste un enterrement où on diffuse un message où pendant 3 ou 4 minutes, il y a une meuf qui dit devant tout le monde, devant une foule en furie, ouais, l'empire c'est mal, révoltez-vous contre l'empire. Réagissez les gars, hein. Il y a un message qui est en train d'être diffusé contre vous. Cassez quelque chose, tirez sur quelqu'un, tirez dans la foule, je ne sais pas. Et c'est ce qu'ils font à la fin. Et c'est ce qu'ils font une fois que le message est fini. C'est bon, il est fini le message. On tire sur les gens maintenant. Il renverse le robot qui bègue avant, hein, Oh là quand là, même, mais mais je suis d'accord avec toi. Par contre, il y a une incohérence dans votre propos, messieurs. Parce que vous êtes en train de dire que c'est trop. bloc par bloc par bloc. Sauf que dans les faits, non, il y a une progression et il y a un fil rouge très clair qui est l'ouverture d'esprit de Cassian Andor pour qu'il rejoigne la rébellion au bout. Moi, je pense que c'est ça le truc, c'est qu'il y a un côté, c'est une éponge un peu. Tu dis justement, il prend le côté du mec qui est du petit Che Guevara qui est en train d'écrire son petit livre rouge là. Il prend justement la prison. Je suis d'accord que moi aussi, à un moment, j'étais là, genre, ça tourne à rond, ce truc, on s'emmerde. Mais tu comprends que c'est ce qu'il lui faut pour lui prendre compte du fait que l'Empire devient de plus en plus oppresseur et que c'est un espèce d'incubateur de rébellion à grande échelle et qui comprend qu'il peut le faire à ce La niveau-là. prison, c'est le moment où il ne Et pense c'est- plus qu'à lui-même. Voilà, et il c'est pense ce qui- au groupe. C'est ce qui lui donne envie de s'en sortir et on comprend que c'est plus ou moins ce qui va mener à plus grande échelle après. Non mais par contre je suis d'accord sur le fait, moi d'une manière générale, hein, je trouve qu'il y a l'idée de prendre son temps. C'est le cas, on l'a dit, c'est une série qui est plus longue, etc., qui est découpée en arcs, machin. Mais il y a une différence pour moi entre prendre son temps et perdre son temps, quoi. 10 épisodes suffisaient peut-être. Non mais même moins que ça. Enfin, j'ai l'impression que tu peux en cut, je vais pas dire tu peux en cut la moitié, mais d'une manière générale, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de scènes qui sont redondantes et qui au final, ouais, tu peux nous raconter ça en moitié moins de temps sans souci et avoir une écriture un peu plus resserrée et on pourrait peut-être tout aussi bien comprendre le parcours d'Andor, quoi. Et alors j'ai retrouvé justement, on est sur cet Andor donc qui fait lui-même son petit chemin et sa réflexion pour se positionner. On le voit à la fin. Hein. Soit vous me tuez, soit vous m'embauchez en gros. Mais par contre, tout ce qui est son histoire de l'enfance, et on en a rien à faire parce que ça n'a aucun impact Ouais. sur la suite. Et C'est encore un gros bloc que tu peux enlever. C'est là où je dis que Voilà. voilà, c'est là encore une fois où je dis il y a le côté prendre son temps pour nous raconter une espèce d'origin story et finalement non, on s'en fout. Hein. Ouais, ils vont l'utiliser à saison 2 ou 3, quoi. Ouais, bon, et encore. Et donc on est arrivé plus ou moins à 1 heure d'émission, donc on va accélérer pour la dernière partie. Est-ce que on l'a Mets la déjà, gomme, Chico. on l'a déjà, ouais, voilà, on l'a déjà plus ou moins distillé un petit peu, mais qu'est-ce qui fait encore un petit peu? Est-ce que au niveau de la distinction de Andor par rapport aux autres séries Star Wars, est-ce que vous pensez que c'est un bon virage qui est pris? Est-ce que justement toi tu l'as plus ou moins dit, c'est peut-être trop éloigné de ce à quoi tu pouvais t'attendre?
Oui, en même temps, enfin, moi, je suis pas décideur de Disney, donc je m'en fous. Moi, je prends ce qu'on me donne. C'est peut-être nécessaire. C'est peut-être le truc qu'il faut faire pour pouvoir justement continuer à faire vivre Star Wars et prendre des virages comme ça pour pouvoir, je sais pas, étendre l'univers, faire plus de trucs. Pourquoi pas? En fait, tout n'est peut-être pas à sauver dans la série Andor, et je comprends qu'on puisse ne pas y retrouver ce qu'on pouvait y attendre de base. Par contre, il y a des choses qui, pour moi, marquent la chaîne de production de Disney, et j'aimerais qu'ils l'entendent et que pour la suite, ce soit intégré à Mandalorian saison 3, que ce soit intégré à la série Ahsoka, à Acolyte, à tout ce que vous voudrez me servir derrière. On va prendre le temps d'écrire des dialogues, on va diriger les acteurs et les actrices, on va prendre le temps de signifier par des éléments visuels qui s'appellent la réalisation et la photographie quelque chose du récit, ça s'appelle faire un film De la mise en scène. ou de la mise en scène. Donc ça j'espère vraiment qu'ils vont le garder. Après, qu'on soit dans le terre-à-terre de tout ce qu'il y a dans Andorre ou dans le plus fantastique et familial du Star Wars à la Lucas, j'ai pas dit à la papa, peu importe pour moi. Par contre, c'est très clair dans ma tête, je veux plus de cette réalisation plan-plan. Tu vois, toi, tu te trouvais éloigné peut-être de ce que raconte Andorre dans l'imaginaire que tu as de Star Wars. Ben moi, avec les humains augmentés en Vespa de l'espace dans Boba Fett, je suis beaucoup plus éloigné de Star Wars. Ouais. Je suis à la limite dans Cobra Space Adventure avec la fille du colonel Nelson, quoi. Et je peux comprendre, ouais. C'est peut-être là où je pense que Manro et moi on se rejoint un peu plus sur ce point, c'est que comme je le disais, pour moi Star Wars c'est trois gros piliers. Il y a ce côté bestiaire, ce côté philosophique et ce côté politique. Sauf que en fait les deux aspects qui me plaisent le plus en fait c'est l'aspect philosophique en premier lieu et l'aspect politique en second. Là j'ai une bonne série inégale mais une bonne série qui me met bien en avant les rouages de la politique et a l'intelligence aussi de le présenter et de faire quelque chose de très cohérent de bout en bout. Donc ça a été une très bonne surprise, mais effectivement si la saison 2 pouvait être moins inégale, moins avoir de temps un petit peu lourd, être un petit peu plus... On va, serait cool. on va y revenir. Je vais vous demander par la suite ce que vous attendez plus ou moins pour la saison 2. Tu nous as plus ou moins donné ta conclusion, je pense, au niveau de la série. Donc tu vas pouvoir réfléchir à la suite, à savoir ta note artistique en pop, puisqu'on rappelle, c'est la petite touche du grand podcast. On note pas sur 10, on note en pop ici. Donc si vous pouviez résumer succinctement votre avis global sur la série, Gauthier. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que en tant que série, c'est très bien écrit, c'est assez bien mis en scène, c'est délicieux à regarder. L'épisode avec l'épisode 6 là, avec le fameux Aïe qu'on voit avoir lieu, c'est énorme. Donc très belle série. C'est une très très belle série. Je suis pas sûr que ce soit du très bon Star Wars, mais je pense que c'est une très belle série. Moi, je suis content de ne pas avoir eu de course-poursuite avec une petite fille dans la forêt où on dirait que c'est ses parents qui veulent qu'elle s'échappe parce qu'il faut que ce soit l'enfant qui gagne. J'avais oublié ça, t'es chiant, putain. Flea fait que de la basse, c'est bon, ça va, t'inquiète. Non, plus précisément, moi je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Je suis curieux de voir comment... C'est très marrant à observer. Rogue One était je remplis les vides de manière à arriver à ce qu'était Star Wars épisode 4. Et là, la saison 2 de Andor va être je remplis les vides jusqu'à arriver à Rogue One. Donc, c'est ce qu'on attend a priori. Du coup, moi je suis assez confiant sur le fait que on va essayer de nous présenter quelque chose de... Ah non, on parle de la saison 1. On parle de la saison 1. Tant qu'à faire, ouais. De la saison 1. Donc je suis content de ce que j'ai vu. Malgré quelques petites longueurs à gauche à droite et la plage et la station balnéaire la plus éclatée de la galaxie. C'est moche. On dirait Berck-Plage. Hein. Un camailleux de gris, vrai, là, c'est vrai. un truc incroyable. Attention parce que selon les stats, on nous écoute beaucoup dans le Nord et nous faisons un gros bisou plein de On va se faire maroilles. défoncer par Lucie, bordel. Et Théo, là, voilà, mais j'étais obligé de le lire. Je suis désolé, cette plage, elle fait envie à personne. Au moins, Flushton Paradise, il y a du soleil. Du coup, en dehors de quelques égarements voilà, je suis quand même assez content de ce qui pourrait être mis en œuvre.
Il y a des personnages que j'ai envie de suivre. Donc j'aimerais beaucoup savoir vers où ils vont aller. Et ta note en pop? Ma note en pop, c'est un nouveau pop, un nouvel espoir, un nouveau pop. Je sais pas comment le formuler. Très bien, très bien. Moi, je l'ai déjà plus ou moins dit. J'ai vraiment la chaise entre deux culs, comme on dit chez moi. D'un côté, j'aime beaucoup en fait les thématiques abordées. Et sur le papier, je suis très client de ça. À la rigueur, qu'on étende l'univers de Star Wars jusqu'à ces thématiques-là. Et voilà, je vais pas redire ce qu'on a dit avant, mais sur le papier, je suis complètement client. Par contre, je me suis quand même beaucoup emmerdé aussi. Donc, si on pouvait trouver le moyen de me raconter ça de manière un petit peu plus rythmée, ou en tout cas de me donner un petit peu plus j'ai incentive en anglais en tête, c'est horrible, mais en tout cas, voilà, de motiver un peu plus, quoi. Voilà, alors que je demande pas que des scènes d'action, ça va, on a déjà eu notre dose dans tous les films, donc content de quelque chose de nouveau, oui, complètement. On les a eu, ces scènes. Ces moments de bravoure, enfin le moment où Luthen s'échappe du blocus avec son vaisseau et il nous fait un truc, ça dure 20 secondes à tout casser, quoi, mais alors c'est un condensé de tout ce qu'on a envie de voir dans un bon gunfight, dogfight bien filmé. On n'a pas vu ça depuis Rogue One ou depuis l'épisode 2 quand il y a les fameuses bombes qui arrêtent le son là. Ouais, ou le tout début du 3 aussi, ça marchait plutôt pas mal. Des petites choses comme ça, et donc, ça faisait du bien. Donc il y a des choses qui... Visions, en fait, ouais, il y a des choses, et tu l'as dit, ouais, l'épisode 6 est assez fou avec encore une fois, une scène où il s'échappe, quoi. Mais voilà, j'ai du mal sur la forme plus que le fond, en fait. Donc moi, ce sera un grand rompiche, quoi, au final. Donc je te laisse donner ta note artistique, Taxo. Ma note sera... c'est pas mal finalement, tu vois. C'est que vraiment, genre, je n'en attendais rien. Voire au contraire, j'attendais d'être déçu parce que je me suis dit, waouh, en plus, Cassian Andor, c'était pas forcément le personnage le plus charismatique d'un Rogue One, quoi. Et ça allait, tu vois, mais c'était pas le truc que j'attendais le plus, quoi. Tu vois, et au final, dans les sujets, ça m'a bien frappé, mais comme toi, c'est dans le rythme particulièrement, dans certaines idées claquées, particulièrement les trois premiers épisodes, vraiment, mais je me suis pas remis de la planète qui s'appelle Canary, quoi. Mais vous êtes pas sérieux, les gars, enfin, sérieux, quoi. Mais bon, au bout, quand tu as un Stadgard qui t'envoie ce monologue incroyable, enfin, moi j'étais sur ce même canapé en mode qu'est-ce que je viens de me prendre dans les dents, en fait, quoi. Donc j'attends ça avant toute chose, quoi. Et tous les rouages de l'Empire, on les a peu évoqués, on n'a pas été très très loin, mais entre le bureau, donc des forces des services secrets, et les subalternes, et comment entre eux il y a des guerres, et comment il y a ce côté petit chef qui essaie de briller auprès du sang supérieur. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on n'a pas évoquées. Le petit chef qui essaye de briller quand on découvre qu'il la harcèle, en vrai, t'es un peu là, genre oh. J'ai des idées pour ce personnage. Parce qu'en vrai, imagine juste, parce que ce perso, clairement, il a un problème dans la tête. Cyril. On est tous d'accord. En plus, il s'appelle Cyril, tu vois, pour te dire. Il a pas un prénom Star Wars. Tu as raison, Gauthier. Imagine un truc, tu vois, genre, là, pour l'instant, elle est obsédée par la meuf. Imagine, la meuf va l'utiliser très clairement. Enfin, il y a des parallèles. Hélène de Généresse de ouf. Oui, merci, bordel. Sachez qu'elle fait la voix de Yennefer dans The Witcher, pour le coup, les jeux. C'est elle qui fait la voix, c'est cette actrice-là. Denise Gao. Cette très chère Denise, face à ce très cher Cyril, n'est-il pas? Mais ce gars-là, vu qu'il est psychotique as fuck, ce que je me dis, c'est que cette très chère Denise va l'utiliser, tu vois. Moi, ce que j'aimerais bien qu'il se passe, c'est qu'à un moment, il s'en rende compte, tu vois. Mais vu qu'il est psycho, tu vois, il va partir de l'autre côté, en mode genre, ouais, vas-y, je vais être rebelle, machin. Sauf que les rebelles vont jamais l'accepter non plus, parce qu'il est psycho et qu'il était à l'Empire à la base, et qu'il se retrouve un peu genre au milieu de tout le monde, personne lui fait confiance, mais il est dans les petits dossiers de tout le monde, tu vois. J'adorerais voir ça de ce personnage, parce que pour l'instant, ce perso, je le trouve chiant à mourir. Et au lieu de nous faire une fanfiction, Otaksu, est-ce que la saison 2 te branche quand même sur le papier? Je l'ai plus ou moins dit, Menro l'a plus ou moins dit aussi. Ça va se découper encore une fois, ça va reprendre le principe, 12 épisodes, 4 arcs de 3 épisodes, et là où la première saison se passait sur un an entier, là on va avoir un an égale 3 épisodes, et on va combler les 4 années qui nous séparent du début de Rogue One. Voilà pour le contexte. Tu m'as expliqué ça, je suis plus hypé du tout, en fait. Je veux dire, il y a tellement de choses à faire dans une rébellion, tellement de scénarios à créer. Pourquoi se précipiter vers Rogue One, en fait, alors qu'on sait que c'est la fin de toute chose? Ça m'agace un petit peu. Après, le truc, c'est que quand bien même sans cette information-là,
Andor, je suis pas à ce niveau comme je peux l'être avec House of the Dragon, où clairement la saison 2, je serai Day One, je serai à fond, il y aura du popcorn, tu vois. Andor, c'est plus, vous avez quelque chose, je vous fais pas forcément ultra confiance pour vraiment en profiter en fait. Donc il va falloir, encore une fois, comme finalement avec la saison 1, il va falloir encore me convaincre, en fait, dès le premier épisode. Alors que House of the Dragon a un pass de vous avez fait les choses que j'ai adorées, donc let's go quoi. Là, c'est trop en dents de scie pour que je sois vraiment dans la hype quoi. Mais curieux, je reste curieux. Gauthier, s'il y a un nouveau paquet de céréales avec une nouvelle mascotte, ça te branche? J'ai oublié de donner ma note, moi, artistique à la saison 1. Donc, on va dire que ma note artistique, c'est pop, 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 pop. Pop, pop, pop. Tut, tut, tut. Magnifique. Voilà. On aime. Et sinon, pour la saison 2, en fait, moi, je trouve que Disney est très inventif dans le fait de nous faire des spin-offs. Mais pour moi, ils sont déjà en train de remplir des trous qui n'existent pas. Titre. Très bon titre, très bravo. et ouais, tout à fait. Et du coup, ils ont carte blanche, ils ont le champ libre, je m'en fous. Faites ce que vous voulez, faites des choses bien surtout. Soyez créatifs et comme Otax, j'ai très envie de retrouver ce personnage de psychopathe qui est vraiment le meilleur perso de la série pour moi. Il y a Bix, moi que j'aimerais savoir comment est-ce que de Brisée, elle va pouvoir revenir à ce degré d'intensité qu'elle avait au début de la série. J'adore cette idée de Torture sonore. de torture par un son. Il y a un côté Lovecraftien dans un truc qu'on peut pas là entendre versus ce qu'on pouvait pas voir. Ça fait travailler l'imaginaire de ouf. J'aime beaucoup l'idée. Oui, c'est vrai, mais est-ce que c'était pas pile le bon moment pour nous montrer comment fonctionne la putain de sphère volante à torturer les gens? Justement, ça aussi, on peut pas le montrer. C'est trop horrible. Ce n'est pas très le familial. twist, elle s'appelle Cyril. Oui, il a été cybernétisé. Non, moi, de mon côté, j'attends de transformer l'essai. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes choses. J'aimerais qu'on décante un petit peu. C'est ton côté sud-ouest, ça. Oui, j'aimerais qu'on décante un petit peu, qu'on se concentre que sur le cœur de la meule. J'attends de voir plus de Stellan Skarsgård brillant derrière dans l'ombre. J'attends de voir la révélation de Mod Mothma. J'attends de voir, et je pense que ça va arriver, mais même si c'est moins espéré chez moi, mais l'arrivée du robot qu'il y avait dans Rogue One. Oui, ça va arriver. Hein. Il est bizarrement, il est au casting là de la saison 1. Parce qu'il doit faire la voix de tous les robots qui sont pareils, on en a déjà vu. Ouais, mais après il est. KS, je sais Mais il quoi, est pas brièvement sur la plage au moment où il se fait arrêter? Ça se trouve. Je crois qu'il est là. Oui, c'est la voix de tous ces robots là. Donc, si vous allez sur Google, il y a clairement son nom avec le nom du robot tu dis de Rogue One, K2SO, je crois. Oui, mais Gauthier a raison, c'est le modèle de robot qui arrête Cassian, donc Ouais. il fait toutes les voix de ce oui, robot-là. d'accord. ça. Ok. Donc voilà, j'attends de voir un petit peu comment est-ce que la rébellion va vraiment se monter. Quand on voit quand même Rogue One, on a une force militaire opérationnelle. Là, on a juste 3 pecnos qui se battent avec des briques. Bon, va falloir un petit peu voir comment on arrive de l'un à l'autre. Donc voilà, curieux de voir ça, curieux de voir où sera la faille du côté de l'Empire et comment ils vont laisser passer ça sous leurs yeux. Donc, comme je l'ai dit, hein, un nouveau pop. Bah, moi, c'est l'inverse de toi, Otaxu. Pour le coup, je suis content qu'il resserre le truc et que le délire de si finalement on nous prend cette saison-là, mais que tu la mets sur 3 épisodes, c'est très bien. Donc voilà, finalement, avoir 4 fois ça, mais en resserré. Moi, c'est ce que je demande, c'était justement ça, d'avoir un récit plus resserré. Donc pourquoi pas. Après, on va pas se mentir, je suis pas non plus, je suis pas sauté sur mon canapé à l'idée d'une saison 2, hein, mais ouais, ok, si ça arrive à garder ce côté différenciant par rapport au reste de ce que Disney produit en série, ouais, ok. Là, dans ce cas-là, je prends. Si c'est pour finalement nous le refondre dans le moule de Mandalorian, de Obi-Wan et nous refaire diluer en fait ce qui fait son originalité, ça n'aura plus aucun intérêt. Donc ça nous ouvre vers la dernière partie de ce podcast, à savoir, mais où est-ce que va Star Wars avec tout ça? Est-ce que cette direction va perdurer sur le reste? Alors on l'a dit, hein, a priori, c'est pas ce qui marche le mieux Andor par rapport au reste, donc on a quand même du mal à croire que ça va perdurer. Après, on a eu quand même un changement de direction pendant la diffusion de la série chez Disney, où on a
un échange de Bob. Je me souviens plus L'ancien Bob est revenu après Exactement. qu'il y ait eu un nouveau Bob. Voilà, c'est ça. L'ancien Bob Bigger. qui vient de partir était plutôt un fervent. Surprise, un cinquantenaire blanc a pris la place d'un cinquantenaire blanc Ouais, ça. au-dessus d'une multinationale multimillionnaire. Donc celui qui vient de partir était plutôt penché vers Disney+, vers le streaming, par rapport aussi au tournant Covid qui a fait un peu flipper tout le monde dans l'industrie hollywoodienne. Ah mon Dieu, les salles de cinéma vont mourir. Bon, ça s'est pas exactement passé comme ça, et donc il y a eu une espèce de... Est-ce que ça a induit un changement de paradigme pour la suite C'est un peu trop tôt pour le dire, mais... Et je peux ajouter une question. Profitez-en pour inventer votre spin-off préféré de Star Wars. Genre comme ça. Hop. Jar Jar Binks devient un maître Sith, évidemment, puisque Pas comme mal. on le sait, la théorie court. Je veux une série sur Jar Jar Binks, le Dark Lord. Parce qu'il est chez Serpentard, tout le monde le sait. Alors pour moi, vers où va Star Wars je sais pas, j'ai un peu répondu à ça en début d'émission. Star Wars va où il veut maintenant qu'il appartient à Disney. Amusez-vous avec. Pour ma part, j'ai toujours voulu un spin-off sur le droïde Gonk. Je continue à vouloir un spin-off sur le droïde Gonk. C'est vraiment- lequel répète pour tous ceux qui... Il y a un problème avec le droïde Gonk, c'est qu'on le voit dans l'épisode 4, il est en train de marcher dans le camion des Jawas, tout va bien, et on le retrouve dans l'épisode 6, il est chez Jabba the Hutt en train de se faire torturer, donc what the fuck Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Trop mignon. oui, mais vraiment, c'est l'histoire quoi. Mais je vous ai inventé un nouveau spin-off que j'ai trouvé d'une vieille conversation que j'avais eue avec quelqu'un. Je voudrais un spin-off. J'ai créé un personnage qui est un jeune apprenti, mais un jeune apprenti pas hyper doué, un assez mauvais élève. Il s'appelle John Balavoine. Déjà, je veux le nom de la série, John Balavoine. Et en fait, c'est pas son vrai nom, John Balavoine, mais il est convaincu de s'appeler John Balavoine et que c'est son nom de Jedi trop badass. Parce qu'il est un peu dur de la feuille et que son maître arrête pas de l'appeler John Padawan et que lui il entend John Balavoine. Et voilà. Et puis, à chaque fois il fait des actions hyper badass en disant ça c'est une mission pour John Balavoine. Il sort son sabre et... Si seulement Star Wars allait dans cette direction. se permettait ça des fois, oui. Peut-être dans une prochaine anthologie japonaise où il se barre un peu en sucette, on aura le droit à ça, peut-être. Dans Vision. Vas-y, enchaîne après ça maintenant. Bah ouais, mais alors moi j'ai un parti facile, je pourrais pas faire dans le même registre, donc du coup je vais être hyper terre à terre. Moi, si je devais avoir un spin-off ou un truc qui m'intéresserait, ce serait de voir bien, il y a longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, et c'est un peu ce qu'ils ont commencé à faire avec l'Ancienne République, c'est-à-dire Le Meuporg. c'est-à-dire aller bien avant, genre des centaines d'années avant, donc il n'y a pas toute cette histoire autour de Palpatine, encore une fois. Le seul qui pourrait être là, ce serait Yoda, mais tout jeune. Et, ou même encore avant, de voir les grandes guerres entre les Jedi et les Sith, à l'époque où les Sith étaient surtout une race extraterrestre, avant de devenir un culte, où ça se mélangeait en tout cas. Et de voir tout ça, Dark Revan, de voir tout ce qu'on a pu voir dans KOTOR, enfin voilà, voir ça m'intéresserait. Autour de la période dans laquelle on est, c'est pas que la famille Skywalker m'ennuie, je vous l'ai déjà dit, c'est juste que l'univers est beaucoup plus large, beaucoup plus grand, et dans le temps, il s'est passé plein de choses. Et même après, qu'est-ce qui se passe après ? Moi, si on en est là, j'aimerais finalement voir en série le fameux Star Wars 13-13 qu'on n'a pas eu, quoi. C'est-à-dire l'exploration des bas-fonds de Coruscant, mais là, tu vas à fond dans le côté néo-rétro, noir. Après, ce serait peut-être redondant avec ce qu'on a eu maintenant sur des séries ou sur des jeux cyberpunk, par exemple. Mais à la rigueur, voir Star Wars aller dans cette direction-là et de façon sérieuse, pas avec les 3 Pékins qui ont un œil bionique et qui roulent en scout. Vraiment d'aller à fond dans la veine film noir, de ce qu'on a commencé à voir un tout petit peu dans le début du 2, mais en mieux. Voilà. En fait, Star Wars est tellement riche qu'il peut permettre plein d'adaptations et d'univers différents. On peut avoir du western, on peut avoir de la science-fiction, on peut avoir du film noir. Moi, j'aimerais bien voir aussi de la KPDP, c'est-à-dire vraiment de voir à l'époque où les Jedi se battaient avec 14 styles de combats différents, qu'on me les présente, qu'on voit des combats ultra chorégraphiés, etc. Et quelque chose de plus politique, et aussi quelque chose... Enfin voilà, qu'on utilise la pluralité, un peu comme l'a fait Alien qui changeait son réal à chaque épisode au début. J'aimerais que Star Wars se permette de donner plus le ton aux créateurs qu'aux producteurs. Alors c'est quand même un petit peu ce que la postlogie a essayé de faire, mais
On a donné carte blanche à un monsieur. Oui, mais il faut rester vu- dans le canon. On a vu ce qu'on a vu. Palpatine est de retour. On a vu ce qu'il en a fait et on a vu comment Disney a réagi derrière pour remettre le couvercle au-dessus de la marmite. Par contre, Mais on peut après, garder le mémo. Ouais, je vois. Après, pour répondre à ta question initiale, qui était genre quelle direction prendrait Star Wars, c'est justement là où je trouve que pour l'instant, ils n'en ont toujours pas en termes de série. Ils avaient la direction de The Mandalorian, et après, ils ont été alléchés par oh, les gens sont en train de kiffer Ahsoka, on va faire un truc. Ah, attends, les gens sont en train de kiffer, bah, on va faire un truc, tu vois. Et du coup, on est reparti quelque part à mes yeux, hein, bien évidemment, dans cette espèce de marasme on va pêcher ça et là, on va essayer de trouver quelque chose. Je ne pense pas que Andor aura un impact si profond parce que justement, quand bien même il est révéré par la critique aujourd'hui, les vues ne sont pas là. Évidemment, c'est le portefeuille qui compte avant toute chose, hein, tristement. Et du coup, je ne vois pas encore de cohérence artistique dans ce projet-là. Mais j'ai confiance dans le fait que Star Wars est un univers assez riche pour qu'on ait des propositions vraiment intéressantes à l'avenir. C'est ce qui fait qu'à chaque série, je suis toujours là. Maintenant, si aujourd'hui tu me demandes est-ce qu'il y a une direction chez Disney pour Star Wars, non. Vraiment pas. Pas plus que chez Marvel, quoi. C'est assez évident, surtout que quand on nous sert des calendriers avec, on l'a dit, 15 projets sur les 10 prochaines années, il y a des choses qui ont eu peut-être à un moment donné un peu de momentum, et au moment où tu les sors, les gens ont complètement oublié qu'ils avaient demandé ça, quoi. Donc ils sont passés à autre chose assez rapidement. Là, dans les bacs, grosso modo, il y a la série avec justement la jeune génération de Padawan, même avant, dans l'Ancienne République, avec Jude Law. Il y a The Acolyte, donc il sera du coup plutôt du côté la montée de l'Empire Sith, mais alors pas celui dont je parlais, mais vraiment là le culte Sith, etc. Il y a Pas confondre avec les sites de culte. les sites de culte. Il y a le film de Patty Jenkins sur l'escadron Rogue, Ouais. qui est à l'arrêt total. Il y a la trilogie donc de Rian Johnson. Il y a celle dont on a parlé comment il s'appelle, le duo, la Benioff qui avait fait Game of Thrones. Ah, oui, qu'est-ce qu'ils font Je déjà, sais pas me souviens où même elle en plus. est, je crois qu'elle est même annulée. Il y a une rumeur autour d'un film de Kevin Feige, en Le tout cas simple fait qu'il y ait produit. un listing aussi grand, ça me déprime en fait. Et il y a toujours l'épisode de 10, 11, 12. Enfin, tu vois, il y a tellement de choses comme ça. À un moment, moins mais mieux. Voilà. Clairement. D'accord. De toute façon, on va apprendre ou pas que la moitié de ces projets ont été annulés à un moment ou un autre. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour sur Andorre et sur la galaxie Star Wars. J'allais dire l'univers. Grave erreur. Où est-ce que vous Tu fais pouvez très bien Yoda. À moi. On pourrait couper là-dessus, ça serait très bien. Non, je vais quand même finir par vous dire au revoir et merci d'avoir été d'être venu jusqu'au bout de ce podcast. Et vous pouvez le retrouver sur toutes vos plateformes préférées. On est sur Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube et j'en passe en fait où vous voulez. L'important, surtout pour nous qui commençons tout juste, on le rappelle, on est seulement à l'épisode numéro 2, c'est de nous laisser des petites étoiles, des commentaires, des partages, d'en parler autour de vous, pourquoi pas, de le recommander, je ne sais pas, aux alentours d'un repas, de fête. Il paraît qu'il se trame quelque chose en cette fin d'année, donc ça peut être le bon moment pour dire non, tu as tort, puisque j'ai écouté un podcast qui l'a dit. Je vous montre un exemple, par exemple, ou en tout cas, je vous le fais à l'oral. Mais dis donc, tonton Jean-Louis, tu sais pas quoi, j'ai entendu un podcast incroyable. Ça s'appelle Le Grand Podcast. Et regarde, je te le mets dans tes favoris. Oh, mais ça, merci beaucoup. Je vais l'écouter tout de suite. Ça ou encore un contre-exemple. Mais dis donc, tonton Jean-Louis, t'as dit une grosse connerie. Regarde, écoute. Tu vois, ça marche aussi. Voilà, et tout ça, vous pouvez le faire pendant les prochaines semaines, mois, années même, si vous nous soutenez. Et on compte évidemment sur vous. Il me reste qu'à vous remercier, messieurs, d'être venus. Gauthier, où est-ce qu'on te retrouve maintenant? Un petit peu de com. Mais alors, toujours dans la presse professionnelle chez Satellifact. Moi, j'ai pas encore initié de nouveaux projets, mais quand j'en ferai un, croyez bien que vous en serez les premiers informés. et Laissez la police faire son travail. Et laisser la police faire son travail, c'est ça. Et j'ai été trop heureux de vous retrouver, donc merci beaucoup pour l'invitation. C'était super de Ce parler ne sera avec pas vous. la dernière fois, bien évidemment. Je tiens quand même à dire que si jamais un acteur connu meurt, branchez-vous sur BFM TV ou France Info dans les prochaines minutes. Il y a de bonnes chances que vous voyez Gauthier à la télévision. C'est notre Jack Lang à nous. C'est ça.
Et Otaksu, vas-y, enchaîne. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Oh bah, sur Twitter, sur Instagram, sur whatever, Otaksu, partout, vous-même vous savez. De toute façon, c'est sur le site legrandpop.fr/équipe, on est bien. Exactement. Et d'ailleurs, parlons aussi du site, puisque vous avez legrandpop.fr/podcast si vous voulez justement retrouver tous les liens dont je vous ai parlé. Et chaque semaine, vous avez un article également sur la pop culture. Menro, tout le monde sait où est-ce qu'on te retrouve également? Oui, c'est bien de le répéter, évidemment, @menraw, MENRAW, sur tous les réseaux sociaux qui existent. Tout à fait, et moi c'est la même chose, c'est @phlegmatique sur Twitter et Instagram où je commence à poster des stories de mes vinyles notamment que je viens enfin d'installer. Un petit peu copié sur Gauthier. Un petit peu, on s'inspire des meilleurs. Sur la bourre, voilà. Mes vinyles ils sont mieux que les tiens, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? On est trentenaires, on fait avec. On joue de la musique, on s'échange des petites. Voilà. Alors, Oui. voilà. Et moi, j'ai encore un magnétoscope. Le lore, le grand pop à retrouver Magnéto, partout Serge. et vous aurez toutes les bonnes vannes, toutes les inner jokes que vous ne pouvez pas encore comprendre, mais suivez-nous et ça ne saurait tarder. Merci messieurs, merci à vous de nous avoir écoutés et puis à la prochaine, il se trame peut-être un double épisode en fin d'année. On va essayer de vous caler ça dans les prochaines semaines. Des bisous. Ciao, ciao. Salut à tous.